excusez-moi pour mon retard déjà. Je ne sais pas où tu en étais, Sarah, mais effectivement, nous sommes toutes les deux réalisatrices de ce film. Moi, je suis philosophe et ça fait longtemps qu'on se connaît avec Sarah, que je connais la problématique de l'implant cochléaire face à la communauté sourde, qui voit en fait cette réparation d'un œil pas aussi positif que l'ensemble de la société, parce qu'elle y voit une réparation qui à la fois fait disparaître une forme d'identité, puisque pour ceux qui sont nés sourds et qui ont développé cette surdité comme une identité, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, mais en l'occurrence, cette réalité est suffisamment importante pour avoir donné naissance à une communauté qui existe depuis des milliers d'années. Donc pour eux, en fait, cette réparation n'est pas vue comme une bonne nouvelle. Et donc je connaissais cette réalité et elle m'avait toujours semblé importante, intéressante, dans la mesure où elle permet d'interroger quelque chose qui va de soi dans notre société, qui est le progrès technique. Le progrès technologique est toujours vu comme quelque chose de bien. Et on ne voit peut-être pas, comme le disait le philosophe Jean-Jacques Rousseau, on voit ce qu'on gagne avec le progrès technique, mais souvent restent dans l'ombre les choses qu'on peut perdre à travers ça. Et là, justement, ça permet de le mettre en lumière parce qu'il y a des gens pour dire on perd et on perd pas que quelque chose, on perd véritablement une identité, une culture. Donc voilà, donner la parole à ces sourds qui ne veulent pas entendre, ça permettait aussi de faire écho à une problématique qui concerne tout le monde, qui est celle des rapports entre culture, société et progrès technologique, à une époque où le progrès technique a tendance à s'imposer, à forcer toutes les portes, à forcer toutes les limites. À chaque fois que quelque chose est possible, finalement, ça devient en quelque sorte obligatoire. Dès que la technique nous montre qu'une nouvelle possibilité apparaît, cette possibilité est quasiment toujours réalisée sans qu'aucune limite ne soit faite. Alors voilà, ce progrès-là, donc cette réalité-là, on a voulu moi, c'était quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans la réalisation du documentaire, pouvoir justement l'interroger. Merci beaucoup.
Euh, oui, oui, bien sûr, ça c'est pour le coup quelque chose d'avéré. Vous entendez d'ailleurs dans le film une orthophoniste qui s'exprime sur le sujet. C'est une orthophoniste argentine, celle qui s'occupe des petits jumeaux. Et bon, elle dit, voilà, en gros, je comprends que le problème le thème est difficile pour la communauté sourde parce que le fait est que elle va devenir de plus en plus petite. Euh, Parce que finalement, ces enfants qu'on va implanter, il y en a très très peu qui vont avoir envie de rejoindre la communauté sourde. Voilà, ça c'est quelque chose d'avéré.
Moi, je voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Olivier, qui est en fait aussi sur les progrès de l'implant, les progrès médicaux de l'implant. Parce qu'en fait, au début, ils implantaient des jeunes comme vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes né sourd et quels étaient vos restes auditifs. À 2 ans, vous êtes devenu sourd. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, aujourd'hui, on ne propose plus à des jeunes qui sont nés sourds d'être implantés. Parce qu'en fait, c'est ce qu'explique aussi le chirurgien dans le film, le chirurgien argentin. Il explique qu'il y a une période très courte de l'enfance, c'est en gros entre 0 et 3 ans, où le cerveau est plastique. Il y a une plasticité cérébrale. Et le cerveau peut devenir beaucoup de choses différentes en fonction des stimulations qu'on lui fait, qu'on lui donne en fait. Et donc l'implantation entre 0 et 3 ans est beaucoup plus efficace que l'implantation après 3 ans, où cette plasticité cérébrale s'est beaucoup amenuisée et où là, elle sert quasiment plus à rien. Enfin, les statistiques, pour le coup, le montrent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils implantent en priorité les enfants très petits. À partir de 1 an, même parfois en dessous d'1 an dans certains pays, aujourd'hui, on implante en priorité. Voilà, donc ça c'est important à savoir parce qu'aussi les politiques, le dépistage de la surdité, le dépistage précoce de la surdité fait partie aussi de ces politiques. Les politiques dans le monde entier vont dans le sens effectivement de favoriser les implants des enfants nés sourds et surtout des enfants très petits et effectivement de prendre en charge le plus possible ces implants-là pour que ce soit une solution qui soit presque automatique. Et comme l'explique également le chirurgien français dans le film, en fait, ce sont des calculs qui sont, au bout du compte, économiques qui conduisent à ces politiques-là. Il explique, par exemple, qu'on implanter une personne dans la deuxième moitié de sa vie, ça va être moins intéressant économiquement parce que la personne va en bénéficier moins longtemps et surtout que ça ne va pas nourrir en fait les circuits de l'éducation et les circuits professionnels. Alors qu'un enfant, bien sûr, il va y avoir un rapport entre le coût et le bénéfice qui va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique, mais en plus, ça va nourrir les circuits de l'alphabétisation et les circuits professionnels. Donc en fait, ce sont vraiment des calculs économiques en termes de coûts-bénéfices qui sont faits derrière ces décisions-là et derrière ces politiques. C'est vrai que nous, on a trouvé intéressant de faire entendre ce chirurgien parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, la façon de voir l'homme, en fait, est très, très choquante. Parce qu'on le voit vraiment comme une ressource humaine, quoi. On le décrit comme une ressource humaine, on voit sa vie, on fait entrer sa vie dans un rapport coût-bénéfice, et c'est comme ça qu'on se décide. C'est pas du tout sur des choses qu'on va voir justement avec l'identité, avec la culture, avec le développement personnel, etc.
ce témoignage, il est vraiment important parce que pour moi, c'est là qu'on touche au fond du problème, en fait, de l'implant cochléaire aujourd'hui. Parce que finalement, cette fille, bon, elle est sourde de naissance, ses enfants sont sourds, elle représente le type même de la personne qui aurait normalement dû transmettre sa culture sourde, rester dans la communauté et faire que ses enfants restent dans la communauté. Or, elle ne le fait pas. Et en plus, elle a un discours extrêmement séduisant. C'est-à-dire que son discours, c'est vraiment quelque chose qui, généralement, emporte l'adhésion de tous les entendants qui voient le film et peuvent effectivement même poser question aux sourds de la communauté, de la culture sourde qui écoutent ce discours. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer dans le film, c'est que l'implant cochléaire, il va avec une espèce d'idéologie aujourd'hui, dans laquelle, en gros, l'idéal, ce serait d'accumuler des compétences positives pour pouvoir être dans le monde un winner. Et donc, le fait d'entendre, c'est comme dit cette maman, une carte à donner en main pour avoir le plus de possibilités de choisir dans le futur. Comme si entendre, ça pouvait s'additionner avec d'autres qualités qui sont celles que les sourds vont justement développer quand ils n'entendent pas. Ils vont développer la perception visuelle d'une façon que les entendants n'arriveront jamais à développer. Et bien sûr, là-dessus s'est construit leur langue, et là-dessus se sont construites tout un tas de qualités qui aujourd'hui sont développées à l'intérieur de la culture sourde, dans le domaine de l'art et dans beaucoup d'autres domaines, et qui sont véritablement dues au fait qu'ils n'ont pas l'ouïe. Or, cette femme, elle fait comme si, en fait, on pouvait accumuler toutes les choses positives et qu'après tout, puisqu'on a la capacité d'entendre, de faire entendre nos enfants sourds, pourquoi ne pas le faire? Et s'ils veulent, eux, ils pourront aussi apprendre la langue des signes, ils pourront aussi développer tout ce qui va avec la langue des signes, mais ils auront toutes les cartes en main pour réussir dans la vie. Or, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est ce qu'on a aussi essayé d'expliquer à travers le philosophe Miguel Benassayag, hein, qui explique notamment qu'au niveau cognitif, quand l'aire auditive n'est pas stimulée, en réalité, c'est pas qu'il va y avoir une case vide qui va rester dans le cerveau, c'est qu'elle va être occupée justement par les fonctions visuelles. Et en fait, la personne va développer une manière de percevoir le monde qui lui est propre et qui est originale. Et là-dessus, elle va développer de la culture, elle va développer une langue, elle va développer tout un tas de choses. Et ce sera dû au fait justement que l'aire auditive a été occupée par ces activités-là. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'accumule pas du tout des compétences. Simplement, on devient quelqu'un par ce qu'on a, mais aussi par ce qu'on n'a pas. Et je crois que vraiment cette femme, quand elle dit on pourrait inventer une nouvelle étiquette, elle ne se rend pas compte qu'il n'est pas question d'étiquette, en fait. Il est question d'identité, et avant même d'identité, il est question d'être au monde. C'est-à-dire que, en réalité, un sourd, c'est une façon d'être au monde totalement différente, sur laquelle va se construire une identité différente et qui va éventuellement donner lieu à une autre culture et à d'autres dimensions culturelles. Mais ce n'est pas du tout une étiquette. Vous voyez, le problème, ce n'est pas seulement l'étiquette que la société met sur les gens, le problème, c'est ce qu'ils sont. Et elle fait comme si c'était juste un problème d'étiquette, en fait. Voilà. Et c'est vraiment là le problème, c'est-à-dire aujourd'hui, on a cette idée que vous n'êtes que ce que la société vous étiquette. Et en fait, vous n'êtes pas du tout que ça. C'est précisément ça contre quoi on a du mal à se battre aujourd'hui, cette espèce d'idéologie qui fait de l'homme une espèce de surface lisse qui va pouvoir devenir n'importe quoi du moment que ce sera nécessaire ou qu'on exigera ça de lui. Et c'est très compliqué de résister contre ça. Alors quand Belkacem disait tout à l'heure on a du mal à dire non, on a du mal